Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce grand débat de Mediapart sur le nucléaire. Un débat à l'occasion de la parution de la nouvelle édition du World Nuclear Industry Status Report. Alors ce nom désigne un document extrêmement important qui est un état des lieux annuel de l'état du nucléaire dans le monde, de la part du nucléaire dans la production d'électricité, du nombre de réacteurs en construction, les réacteurs à l'arrêt. C'est vraiment un document qui fait référence aujourd'hui. Et quand on lit ce rapport, on ne peut que se demander si la fin du nucléaire n'est pas programmée concernant la production d'électricité dans le monde, tant les difficultés économiques recensées par les auteurs de ce rapport sont nombreuses. Alors, pour en parler avec nous aujourd'hui, nous accueillons Michael Schneider. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant indépendant, vous êtes le coordinateur de ce rapport international et pour le rédiger, vous avez réuni autour de vous un certain nombre d'experts, parmi lesquels vous, Juan Rodriguez, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste financier au cabinet Alpha Value et on vous remercie chaleureusement d'être venu à Mediapart pour en parler aujourd'hui. Alors je précise tout de suite que nous avions également invité un représentant de EDF ainsi qu'un représentant du ministère de la Transition écologique à venir débattre avec vous, tant il nous semble que les données que vous avez réunies sont importantes et interpellent la puissance publique française sur ses choix. Ils ont préféré, dans les deux cas, ne pas donner suite à notre invitation, mais j'espère que suite à cette émission et surtout suite à la parution du rapport, il sera possible de continuer la discussion avec eux. Et pourquoi? Parce que quand on lit vos chiffres, on voit à quel point la situation de la filière nucléaire est aujourd'hui difficile. Alors, un premier chiffre pour donner un peu une idée à nos auditeurs qui ne seraient pas au fait du marché de l'énergie. Le nucléaire représente à peu près 10,5% de la production d'électricité dans le monde. Vous nous expliquez que 31 pays utilisent des réacteurs nucléaires pour produire de l'électricité. Ces grands pays, donnons-les tout de suite, États-Unis, la France, la Chine, la Russie, la Corée du Sud. Or, ce que vous expliquez aussi, c'est que finalement, il y a un plateau. Depuis 5 ans, à peu près, le nucléaire reste au même niveau dans la production d'électricité. Alors, en quoi la situation de la filière s'est-elle dégradée cette année? Michael Schneider. Je pense qu'il y a beaucoup de phénomènes différents, mais il faut d'abord dire que la part du nucléaire baisse en fait depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire la pointe de la part du nucléaire dans l'électricité mondiale, c'était déjà en 1996. Donc c'est plutôt une bonne performance de voir la part du nucléaire se stabiliser. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que c'est surtout aussi grâce, si j'ose dire, au fait qu'il y a une très faible augmentation de la production d'électricité dans le monde, de l'ordre de 2,2. Les chiffres sont toujours un peu hasardeux et ils sont réparés plus tard, mais de l'ordre de 2,2% pour l'ensemble de l'électricité. Et puis le nucléaire a augmenté 1,4%, donc de façon très modestement. Donc il y a un plateau, ce qui est plutôt pour le nucléaire une bonne performance vu ce qu'il y avait avant. Et ça ne restera pas comme ça. Alors on a un tableau que nos spectateurs peuvent voir en même temps que nous parlons, qui présente une chronologie des capacités de production d'électricité nucléaire. Peut-être qu'il faut expliquer tout de suite, pour que ça soit clair pour les gens, la différence entre capacité et production, puisque ce sont quand même deux notions assez différentes. Est-ce que vous pouvez quand nous regardons les courbes, le graphique qui montre cette baisse de la part du nucléaire d'un côté et la production d'électricité, qui d'ailleurs a eu sa pointe historique en 2006. Donc en 2006, déjà il y a 10 ans, il y a eu le maximum de production d'électricité nucléaire. Je pense que c'est très important dès le départ de clarifier que quand on pense de Fukushima, on pense que du début d'une crise pour cette industrie, et ce n'est pas le cas. C'est une industrie qui était en crise quand cet événement est arrivé, et ce qui a gravement, disons, empiré la situation. Mais ce n'est pas du tout l'enclencheur de cette situation. Fukushima, on rappelle, en 2011,
Alors, si on regarde aujourd'hui, 2016, quels sont à vos yeux les signes les plus significatifs de ce déclin du nucléaire? Quels sont les critères qui permettent d'apprécier ce déclin? Oui, alors moi je dis toujours il faut regarder le film. On ne peut pas regarder la photo, une photo d'une année, comment est la production ou le nombre de réacteurs, etc. Il faut regarder sur des longues périodes. Parce qu'il y a beaucoup d'inertie. Il y a une inertie incroyable. Nous avons fait l'analyse sur une cinquantaine de réacteurs, 51 pour être précis, qui ont été mis en service depuis une dizaine d'années. La moyenne de durée de construction est plus de 10 ans. Donc c'est une inertie, une très grande inertie. Donc il faut regarder sur le long terme. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu d'un côté sur le plan économique, et ça on en reparlera sans doute, la faillite du plus grand constructeur historique de centrales nucléaires, l'américain Westinghouse, qui a été racheté il y a quelques années par le groupe Toshiba. Nous avons eu les crises en France avec Areva. Ça, c'est sur le plan économique, on y reviendra. Mais sur le plan industriel, ce qu'on voit, c'est un effritement incroyable du nombre de réacteurs en construction, qui a baissé de 67 en 2013, je crois, à aujourd'hui 53, à mi-année 2017. Et puis, on voit surtout, il n'y a plus de début de construction. C'est ça, en fait, le signe le plus dramatique. Et le fait qu'on a vu en tout 3 démarrages de chantiers de nouveaux sites de réacteurs sur toute l'année 2016. Et un seul démarrage de site de construction en 2017, c'est en Inde. En Inde. Et donc ça, c'est un tableau qui est présent dans le rapport, que nos spectateurs peuvent voir au moment où on parle. Un graphique. Voilà, un graphique, pardon. Et donc ce graphique, pourquoi est-ce qu'il est si important? Qu'est-ce qu'il a de capital comme information? C'est quoi la particularité? Parce qu'il traduit, grosso modo, la différence dans le temps. C'est-à-dire, quand on voit les mises en service en 2016, avec 10 réacteurs dans le monde, ça paraît non négligeable. Oui, on se dit que c'est pas si mal finalement. D'ailleurs, c'était tel que l'année 2015, 10 réacteurs en 2015, 10 réacteurs en 2016. Il fallait retourner jusqu'en 1990 pour trouver un nombre aussi important. Mais la totalité de ces réacteurs ont été mis en construction avant les événements de Fukushima. Tous. C'est-à-dire, cette année, où on a eu dans la première moitié que 2 réacteurs qui ont été mis en service, un en Chine, ouais. C'est pas étonnant, et un au Pakistan, construit par une société chinoise. Ce sont les premiers réacteurs qui avaient été mis en construction après le 11 mars 2011, donc les événements de Fukushima. Donc on voit aujourd'hui que le nombre de mises en chantier est pratiquement nul, c'est-à-dire un réacteur dans le monde entier sur les premiers 6 mois de cette année. Et là-dedans, on n'a même pas, c'est même pas un chinois, c'est-à-dire le seul pays qui a un nombre important encore en construction, mais c'est en Inde, qui ne joue pas un rôle prépondérant quand il s'agit des programmes nucléaires. Donc c'est un véritable effritement des programmes de construction nucléaire. Donc ce qui s'annonce, hein, la suite logique de ce que vous décrivez très bien, c'est qu'en fait, si on refaisait cette émission dans 5 ans, par exemple, eh bien, on verrait la trace de la non-construction de nouveaux chantiers aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la fabrication, quand on parle d'un déclin irréversible, c'est qu'on est dans la fabrication, en fait, de petit à petit la baisse. En gros, ce qui s'annonce, c'est une baisse accentuée de la part du nucléaire dans la production d'énergie. Ben, c'est ce qui s'annonce. En fait, c'est comme un organisme vivant. S'il n'y a pas de reproduction, un taux de reproduction suffisant, qu'est-ce qui arrive? Ben, d'abord, c'est des espèces qui arrivent sur une liste rouge d'extinction avant leur extinction. Donc on est dans une espèce de phase déjà d'extinction de cette espèce qui était les centrales nucléaires. Parce que le taux de renouvellement est très en dessous de ce qu'il faudrait pour remplacer les réacteurs qui seront terminés. Pour donner une idée, au plus haut des débuts de construction, on était à 44 par an. Donc on est passé de 44 à 1.
ça ne suffit pas pour renouveler l'espèce. Et en dehors de cette image générale que vous présentez, vous citez également dans le rapport quelques décisions symboliques. Alors on peut pas tout citer, mais comme elles ont été plus ou moins passées sous silence en France, il me semble intéressant d'y revenir un instant. Je pense notamment à la Corée du Sud. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots de ce qui a été annoncé en Corée du Sud et de pourquoi est-ce que c'est significatif ? L'élection présidentielle en Corée du Sud a amené au pouvoir le président Moon, que j'ai eu d'ailleurs le plaisir de rencontrer il y a 2 ans, et qui m'a beaucoup impressionné comme quelqu'un d'extrêmement cultivé sur ce sujet. Et puis, un des premiers gestes en tant que président, c'était d'aller sur le site du plus ancien réacteur nucléaire alors en fonctionnement pour le fermer. Donc, il n'y a pas eu de prolongement de durée de vie au-delà de 40 ans, ce qui est discuté actuellement en France. Et puis, avec un message extrêmement clair de dire il n'y aura pas de nouveaux sites de réacteurs et on engage une sortie sur le long terme. On ne parle pas du tout à très court terme, mais on parle sur le long terme. Donc, un non-renouvellement des réacteurs en Corée du Sud. Donc une sortie annoncée du nucléaire pour la Corée du Sud, exactement, mais par le non-renouvellement des réacteurs. C'est une sortie organique du nucléaire. Oui. Autrement que l'Allemagne, par exemple, qui, elle, a annoncé pour 2022 exactement, la fermeture. Absolument, ou d'autres pays. Je veux dire, la Belgique a une législation en cours qui arrête les réacteurs au bout de 40 ans de fonctionnement, voire après un prolongement. C'est un arrêt déterminé en 2025 où les réacteurs, l'ensemble du parc doit être arrêté. Oui. Et Taïwan également. Taïwan, il y a d'autres pays qui se sont engagés, comme la Suisse qui a interdit, la loi interdit la construction de nouvelles centrales. Donc à partir de là, c'est clair, c'est en sursis. Alors, après ce premier tableau un peu général, je vous propose de rentrer un petit peu plus dans la partie économique de ce rapport, qui est vraiment un apport de cette nouvelle publication que vous proposez, parce qu'il y a une analyse économique extrêmement détaillée de la situation des acteurs de la filière. Et financière. Et financière, tout à fait, et financière. Et Monsieur Rodriguez, ici présent, pourra nous éclairer sur les arcanes un peu de la finance nucléaire. Mais j'aimerais juste revenir sur en fait, l'exemple que vous avez cité, Michael, de la faillite de Westinghouse. Parce qu'en France, on a évidemment beaucoup parlé de la débâcle d'Areva. On a un petit peu moins regardé ce qui s'était passé du côté de Toshiba Westinghouse. Qu'est-ce qui a produit la situation de banqueroute, de faillite de cet acteur historique industriel du nucléaire? C'est clairement 2 sites de construction, les 2 seuls qui sont actuellement en cours aux États-Unis, dans la Caroline du Sud et en Géorgie. 2 sites, l'un s'appelle VC Summer, VC Summer, et l'autre s'appelle Vogtle. Et puis les 2 sont très largement au-dessus de leur budget prévu, leur coût prévu. Ils ont attrapé un retard considérable par rapport aux planifications. Et surtout, Westinghouse avait caché les faits réels sur les comptes. Et ça c'est arrivé au grand jour, comme ça arrive toujours à un moment donné au grand jour. Et ça conduit à on ne sait pas encore exactement les chiffres, mais l'ordre de grandeur est de 9 milliards de pertes sur ces projets. Et donc, ce qui a conduit le propriétaire dans la maison mère Toshiba de déclencher la législation de protection de faillite, donc le dépôt de bilan de la société aux États-Unis. Donc, c'est clairement lié au projet de nouvelle construction. Oui. Donc ça renforce ce que vous disiez. C'est ça, ce que vous disiez juste avant. Alors, Juan Rodriguez, est-ce qu'on peut essayer... Il y a un point que je veux faire sur Toshiba aussi. C'était aussi, ça fait partie des stratégies qui sont faites il y a quelques années, quand ils ont décidé de faire une intégration verticale, ça veut dire d'acheter tous les fournisseurs et pour essayer de gérer mieux l'optimisation des coûts de projet,
que finalement, ils ne sont pas arrivés à optimiser le coût. Comme Areva d'ailleurs. Exactement, comme Areva, ils ont essayé de faire, de prendre toute la filière, tous les fournisseurs, pour essayer d'optimiser les coûts dans les projets qui ne sont pas arrivés. Donc, ils se sont trouvés avec des coûts qui sont montés énormément dans tous les filiales. En fait, donc, ce n'était pas seulement une entreprise, c'était l'achat de plusieurs entreprises qui finalement, avec la hausse des coûts, il a explosé la révision de coûts à la hausse. Alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, là, ce que vous commencez à expliquer, c'est-à-dire qu'il y a un problème vraiment de toute une filière et de tout un système industriel. Est-ce que vous pourriez essayer de nous expliquer quelles sont les difficultés économiques et financières particulières de cette filière nucléaire aujourd'hui? D'abord, pour la construction, après Fukushima, beaucoup de législations ont changé, donc les paramètres de sécurité ils ont changé. Donc ils ont dû se renforcer, ils ont dû revoir plusieurs projets et les estimations de sécurité ne sont pas les mêmes qu'il y avait il y a 10 ans. Donc au niveau de sécurité, les projets ils ont dû évoluer, mais d'un point de vue aussi de la rentabilité des projets dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, on a un prix d'électricité très bas, partout dans les pays développés. Sur le marché de Sur gros. les marchés de gros. Le marché des acteurs économiques. Et ça fait que la rentabilité qu'on peut voir dans les projets dans le futur, ça affaiblit fortement. Donc aujourd'hui, si on estimait qu'un réacteur, si on finissait la construction, on pouvait être rentable pendant très très long terme, là, cet investissement, il n'est plus là et on commence à avoir des décisions des réacteurs qui commencent à fermer aux États-Unis par des raisons économiques et non politiques, parce qu'ils pensent que l'investissement, soit pour rallonger la durée de vie, ou seulement pour le maintenir opérationnel, sont plus élevés que les retours qu'on peut avoir sur l'investissement. Ça veut dire que les profits qu'on va avoir dans les années à venir. Donc ils ont décidé de fermer avant la fin de période de vie. Ou ils ont besoin de subventions. Donc on a d'un côté des coûts de production d'électricité par le nucléaire qui deviennent de plus en plus élevés. Exactement. Donc vous rappeliez effectivement les mesures de sécurité plus strictes après, qui ont fait suite à Fukushima. De sûreté. De sûreté, sûreté et sécurité. Pardon, des mesures de sûreté, donc vraiment les deux, en fait. Qui assurent le fonctionnement safe de ces réacteurs, pour une part. Mais également, c'est ça qui est très intéressant, c'est aussi les bouleversements qu'a connu le marché de l'énergie, les marchés de l'énergie. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation où les prix... Il faudrait expliquer à nos spectateurs que donc eux, ils payent leur électricité, c'est un marché particulier. Mais à côté de ça, il y a ce marché de gros, qui est le marché des acteurs économiques. Et là, les prix ont beaucoup baissé. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi est-ce qu'on arrive à cette situation? Les prix d'électricité, ils sont liés à deux facteurs, plus ou moins pour rendre les choses plus faciles. C'est offre et demande, ça veut dire combien de capacités d'offres il y a, des capacités disponibles dans les marchés, mais aussi au niveau des matières premières, ça veut dire charbon, gaz. Et on a eu depuis il y a au moins 5 ans, les prix des charbons sont en train de baisser fortement parce que la demande de charbon baisse. Pourquoi? Parce qu'on commence à avoir plus d'énergie renouvelable, donc on est en train d'un côté augmenter la capacité de production d'électricité, et comme on augmente la capacité d'électricité au détriment de charbon, mais on commence à avoir des nucléaires aussi, on commence à avoir une baisse des prix des charbon, ça génère une baisse des prix aussi d'électricité. Et le deuxième point, c'est la surcapacité qu'on a dans le marché aujourd'hui, européen et mondial. Donc on produit plus d'électricité que ce qu'on consomme. Oui, on a plus de capacités. Ouais, on a plus de capacités de ça qu'on consomme. Ok. Il y a entre capacité de production et consommation effective. Mais quand même, ce qui peut paraître étonnant quand on est un peu extérieur à ce monde, c'est que comment expliquer que des acteurs économiques qui sont quand même des mastodontes, enfin Westinghouse dont on parlait tout à l'heure, mais EDF, Areva, ce sont quand même des très grosses entreprises qui ont à la fois une expérience, une solidité, qui ont un parc, par exemple si on prend l'exemple d'EDF, qui ont un parc de réacteurs amortis depuis bien longtemps et donc qui leur rapportent de l'argent.
Comment expliquer que malgré tout, ces entreprises-là se retrouvent en telle difficulté dans cette configuration actuelle? Parce que les changements qui est en train de vivre le secteur aujourd'hui, c'est un changement structurel. C'est un changement complet du secteur. Et on commence à voir qu'il y a des entreprises qui ont plus de mal à faire cette transition, ces changements de stratégie. Il y a des entreprises qui commencent à les faire il y a beaucoup plus longtemps. Ils ont pris beaucoup plus d'avance. Mais ils ne sont pas tous les actifs lourds, on va dire, comme Toshiba, comme EDF, que c'est plus compliqué de faire cette transition. Pourquoi? Parce que la fermeture d'un réacteur nucléaire, ce n'est pas comme la fermeture d'une centrale de charbon. La fermeture d'un réacteur nucléaire, il y a un double coût pour l'entreprise. D'abord, c'est le manque gagné au niveau de production d'électricité. Et le deuxième, c'est l'investissement nécessaire pour faire le démantèlement. Eh oui. Donc on préfère... C'est à la charge du producteur. Exactement. Ouais. Donc on préfère... plusieurs entreprises préfèrent d'étaler au maximum cette fermeture d'un réacteur pour étaler au maximum ce double coût qu'on va avoir si on ferme les réacteurs aujourd'hui. Je pense qu'il faut être clair quand même. Je dirais, il y a l'incompétence que ces grands groupes ont montrée depuis un certain temps est vraiment spectaculaire. Je veux dire, une entreprise comme Areva qui perd 6 années de suite de l'argent, et non pas un peu, mais en cumulé plus de 10 milliards d'euros, c'est quand même vraiment spectaculaire. Ouais. Et je trouve quand même extraordinaire à quel point on laisse filer les dirigeants de ces entreprises. Je veux dire, il n'y a pas de procès, personne n'est en prison. Je veux dire, c'est quand même une incompétence incroyable. Parce que je veux dire, on voyait quand même venir. Je veux dire, par exemple, à travers le rapport annuel qu'on fait, on dit depuis des années que l'industrie nucléaire peint cette espèce d'image en rose de l'avenir, etc., alors qu'il n'y a aucun indice de ça, mais bien au contraire. Et donc, pour moi, il y a une des raisons, il y en a plein, mais une des raisons de cette situation extrêmement grave, et je considère que c'est au-delà de l'industrie vraiment un problème pour l'économie française. Ce n'est pas disons, on ne parle pas de chiffres qui n'ont pas d'impact sur l'économie du pays, mais en fait, ça fait des années qu'on ne regarde pas la réalité en face. Et que là où on aurait dû faire des corrections depuis longtemps, et la consommation d'électricité est un très bon exemple. On a prévu des augmentations. Rappelez-vous, le président d'EDF disant on arrivera organiquement aux 50%, on n'a pas besoin de faire... Henri Proglio, quelle prise de position imbécile, mais excusez-moi du terme, mais je veux dire, il faut être clair. C'est un manque soit de volonté, là c'est criminel, soit c'est une incompétence extraordinaire. Il y a la cécité sur la baisse de la consommation d'électricité qui s'est produite, et il y a la cécité sur la prise en importance des énergies renouvelables. Et là-dessus, votre rapport, encore une fois, est extrêmement clair et montre à quel point aujourd'hui, non seulement chaque année, dans les nouvelles capacités installées, les énergies renouvelables, enfin nouvelles renouvelables, c'est-à-dire solaires et éoliennes, sont devant le nucléaire. Donc chaque année s'installe plus d'éoliens et de solaires que de nucléaire, mais montre aussi que d'un point de vue économique, et c'est ce que vous commenciez à nous décrire, elles deviennent plus compétitives. Qu'est-ce qui s'est passé? Même aujourd'hui, on a eu les enchères pour les offshore en Angleterre. Ouais. Ils sont sortis à 57,5 pounds par mégawatt. Ça veut dire un tiers des coûts de Hinkley Point. De l'EPR, de Hinkley Point. Oui, c'est en capacité autour des 3 gigawatts, donc plus comparable. C'est plus comparable. Mais à 57,5 euros par mégawatt, les enchères sont sorties aujourd'hui. Et oui, et ça, c'est vrai que c'est assez révolutionnaire, parce que pour les gens qui suivent le débat sur l'énergie depuis quelques années, pendant très longtemps, un des arguments forts de l'industrie du nucléaire était de dire on est moins cher. Là, on est dans le neuf. Ouais. Ce qui est le plus fascinant, c'est en fait, c'est l'existant. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on regarde les auctions, donc on parle bien du réel, on ne parle pas de projets fictifs ou de scénarios, on parle
de chiffres durs, c'est-à-dire des auctions où des entreprises s'engagent sur le long terme, c'est-à-dire à 15 ou 20 ans, à livrer du kilowattheure solaire, par exemple, à des tarifs qui sont aujourd'hui à 30 $ US par mégawattheure, et pour le comparer à la moyenne du coût de fonctionnement, c'est-à-dire hors investissement. Ouais. Donc pour des centrales amorties qui tournent aux États-Unis à 35 $ US. Donc on fait du nouveau solaire moins cher que du nucléaire existant. Ouais. Alors qu'on m'explique comment le nucléaire peut survivre dans ces conditions de marché. Donc ça ne marche, comme Juan dit, ça ne marche uniquement avec des subventions. Vous vouliez rajouter quelque chose sur ce point-là? Non, exactement. On commence à voir même en Europe, on commence à voir les premiers parcs offshore, c'est donc qui a gagné le premier parc offshore sans subvention. Ça va être à 35 €, plus ou moins 35 € par mégawattheure, qui va être qu'elle soit opérationnel en 2025. Donc même le offshore commence à être sans subvention dans son période plus longtemps. Mais, et aussi, on commence à voir que les nucléaires, c'est le seul type d'énergie où on voit les coûts augmenter. Dans tous les autres types d'énergie, tous les coûts baissent. En fait. Oui, absolument. Alors, offshore, éolien en mer, bien sûr, pour préciser, et qui effectivement est, compte tenu des difficultés souvent des travaux, vu comme plus cher. Enfin, c'est plus cher que le solaire au sol, par exemple. C'est plus cher, mais c'est moins volatile. C'est ça la différence. C'est moins volatile parce qu'au solaire, on n'a pas la production pendant la nuit. Dans les éoliens onshore, ça veut dire dans la terre, le taux de capacité opérationnelle est plus faible que dans la mer. Dans la mer, on a des courants de vent plus grands, plus forts, et c'est des turbines plus grandes aussi. Donc, la production d'électricité est plus élevée, plus constante que D'accord, c'est intéressant, un investissement plus cher, mais donc avec un meilleur rendement. Exactement. Et beaucoup de savoir-faire, il est déjà fait, et il a toujours des améliorations. C'est pour ça qu'ils arrivent à baisser les coûts année par année. L'objectif, par exemple, des plus gros producteurs et développeurs de offshore, c'était que pour 2020, attend 100 € par mégawatt. On voit qu'ils sont atteints ce niveau bien loin de là. Oui, déjà en Allemagne, maintenant, on a vu un cas de 40 € par mégawattheure non subventionné. Non subventionné. Donc ça coûte de moins en moins cher et beaucoup moins cher que ce qui était prévu à cette époque-là aujourd'hui. Donc les courbes se sont croisées de manière très forte. Et il faut dire aussi clairement qu'en fait, il y a eu une sous-estimation de croissance des énergies renouvelables de façon absolument systématique. Il y a un magnifique graphique qui a été produit il y a quelques jours par... j'ai vu ça passer, je n'ai pas la source en tête, mais qui montre que la sous-estimation de l'OCDE, de l'Agence internationale de l'énergie, a été systématiquement de 9%. Donc on peut prédire les futures capacités en corrigeant la sous-estimation de l'Agence internationale de l'énergie. Donc c'est vraiment aussi un problème de base de réflexion aujourd'hui. De connaissances. Alors, vous revenez dans le rapport sur l'exemple de deux sociétés allemandes qui sont E.ON et RWE, RWE, qui, confrontés à des problèmes industriels proches de ceux d'EDF, ont pris la décision à un moment d'essayer de séparer leurs actifs entre actifs nucléaires et charbon et puis actifs plus verts, entre guillemets, en tout cas renouvelables, efficacité énergétique. Est-ce que vous pourriez expliquer quels ont été les choix de ces entreprises et quelle a été la réaction du gouvernement allemand? Ok, bon, le processus, ça faisait en partie en fait, parce que c'était plusieurs choix séparés. D'abord, on commençait à voir la dégradation des prix d'électricité, donc la dégradation des marges et des revenus des entreprises. Ils ont eu la fermeture des réacteurs post-Fukushima. Donc, ils ont dû aller en contentieux avec l'État vis-à-vis de la fermeture de ces réacteurs. Mais après ça, ils ont vu que la transition du secteur et des entreprises qui marchaient très bien, c'était plus sur les réseaux, sur les renouvelables et sur les services aux consommateurs. Ouais.
Donc ils ont décidé de se séparer en deux. Mais le premier choix, on va dire, c'était d'E.ON de faire ça. Donc il a créé un Good Bad Bad Bank, on va dire. Donc il passait donc la bonne banque et la mauvaise banque. Exactement. Ouais. Donc ils ont laissé tous les actifs, on voyait la croissance avec les réseaux et les renouvelables, ils ont laissé tous les actifs de génération et trading dans l'autre filiale, que c'était une nouvelle filiale créée qui s'appelle Uniper aujourd'hui. Quand ils ont essayé de faire ça, c'est l'État allemand qui est revenu tout de suite. Ils se sont dit, OK, attendez, parce que vous, c'est l'opérateur historique, donc vous devez être responsable de la fermeture de votre réacteur. Donc, avec cette séparation, E.ON a dû revoir son plan et il a dû réintégrer le nucléaire dans l'entreprise de croissance, on va dire. Donc, RWE a fait le même chemin, mais a décidé de faire les mêmes séparations, mais eux, comme opérateurs historiques, gardaient les réacteurs nucléaires et ils ont créé une nouvelle filiale qui s'appelle Innogy aujourd'hui, qui, après la séparation, ça vaut 3 fois la capitalisation boursière des RWE aujourd'hui. Ah oui. Donc, ils ont créé la valeur qu'on ne pouvait pas l'avoir quand toute l'entreprise était consolidée. Ce qui est très intéressant dans ce que vous expliquez, c'est que ça montre bien comment la question du démantèlement des réacteurs, mais également du devenir des déchets nucléaires finalement, est non seulement un problème éthique pour les sociétés dans lesquelles elles ont été construites, mais un problème économique et financier aujourd'hui. Et on voit bien le bras de fer qu'il y a eu entre le gouvernement allemand et E.ON, avec la peur pour le gouvernement allemand que finalement le coût de la gestion de ces installations en train de péricliter ne revienne au public allemand. Et donc là, on voit bien qu'il y a une question de politique publique qui est fortement posée. Exactement. Et en regardant plus en détail, parce que les gouvernements allemands ont commencé à voir qu'ils sont doutés que les entreprises responsables du démantèlement et de gestion des déchets à très long terme, parce que la gestion des déchets va au-delà des 100 ans, 150 ans. Ouais. Donc, ils avaient des doutes sur si ces entreprises vont être encore là dans 100 ans. Vis-à-vis de la dégradation des marges, la perte continue parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent pendant plusieurs années. Donc, ils se sont dit, OK, on ne peut pas gérer ces risques, on ne peut pas laisser les entreprises gérer tout le risque. Ouais. Donc, ils ont décidé de créer un fonds souverain pour transférer les risques des opérateurs, transférer tous les risques des opérateurs vers le gouvernement. Mais c'est un fonds souverain aujourd'hui qui s'est déjà créé pour la gestion des déchets à moyen et long terme. Mais ils ont décidé de faire ces transferts, mais ils ont regardé tout l'argent qu'avaient mis de côté les opérateurs allemands, RWE, E.ON, mais aussi Vattenfall et NBW. Ils ont fait une analyse de tous les coûts, l'estimation des coûts, et ils ont décidé sur cette estimation des coûts d'augmenter de 35% ça qu'ils avaient estimé. Donc, vis-à-vis de ce transfert des risques, E.ON a dû faire une augmentation de capital pour financer une partie de ce transfert des déchets, de gestion des déchets des opérateurs vers le gouvernement allemand. Et il faut, juste pour compléter, c'est une espèce de risque où ils ont, après, ça coûtait très cher, mais c'est un coût. Et après, ils ont défait de la responsabilité. Donc, c'est vraiment un pas extrêmement... et Juan a tout à fait raison de le souligner particulièrement aussi dans le rapport. Ouais. C'est un pas extrêmement important politiquement aussi. Ouais. Pas seulement économiquement, mais c'est vraiment le transfert de responsabilité dans la société allemande, des opérateurs vers l'État. D'ailleurs, il y a eu une nouvelle création d'agences d'État, etc. Donc, il y a eu énormément de changements en Allemagne de ce point de vue-là. Est-ce que quand on vous entend parler de bonne banque, mauvaise banque, fonds souverains, ça ne peut qu'évoquer la crise financière de 2008 ? Est-ce qu'on pourrait comparer la crise, les problèmes systémiques que rencontre aujourd'hui la filière nucléaire avec ce qu'a été la crise financière de 2008 ? Pour moi, c'est... Le problème qui est en train de vivre aujourd'hui les renouvelables, c'est plus un problème qui est en création, comme disait Michael, depuis très longtemps. Seulement qu'il est déni, qu'il y a eu plusieurs pays ou plusieurs entreprises de ne pas faire cette transition parce qu'il y a des pays qui l'ont fait, il y a des entreprises qui l'ont fait, que la capitalisation boursière, elle n'arrête pas d'augmenter, ils sont dans le même secteur.
Seulement que cette déni a fait qu'aujourd'hui, quand on arrive au bout, là, ça paraît que c'est une crise systémique, mais c'est plutôt un changement structurel il y a des entreprises et pays qui sont dans les dénis de le faire. Donc ça fait que c'est un changement qui c'est très compliqué à faire parce qu'on ne peut pas le faire d'une année à l'autre. C'est un changement au moyen et long terme. Mais quand on essaye de faire ces changements au point plus bas, là, ça a des impacts très forts. Et alors, quand on regarde que l'objectif politique en France d'atteindre 50% de nucléaire en 2025, donc 50% de nucléaire en 2025, compte tenu de ce que vous comprenez de la situation économique aujourd'hui de l'énergie, est-ce que cet objectif politique vous semble économiquement viable? Il peut être viable, il va avoir des dégâts, c'est vrai, parce qu'il faut, pour arriver à 50% en 2025, d'abord, il faut commencer à investir plus rapidement dans les énergies renouvelables, ça veut dire augmenter la capacité de renouvelables, où l'État français, c'est un des États où ça prend plus longtemps entre la validation d'un permis et la fin de construction. On a vu avec l'offshore, ils ont fait les enchères il y a très longtemps. Ils ne sont même pas encore commencés parce qu'il y a toujours des recours. Donc il y a un délai considérable de point de vue d'installation. Et aussi, il faut arrêter un peu la surcapacité, parce que la France est en surcapacité de production d'électricité, qu'aujourd'hui, ils bénéficient de ça pour qu'ils les vendent tous les pays voisins. Ouais. Donc, mais on a vu, la France, elle était à 50% de la production nucléaire en fin 2016, et il pouvait être opérationnel. C'est-à-dire, ça c'est important à expliquer, parce que je pense que ça n'a pas forcément traversé l'esprit de beaucoup de monde, c'est que compte tenu de l'arrêt de différents réacteurs français, à la fin de l'année, simplement 50% de l'électricité consommée était produite par le nucléaire. Oui, c'est ça. Exactement, il y avait autour de 23 et 24 réacteurs fermés, par des raisons d'inspection, par des raisons de maintenance, des rechargements que c'est plus ou moins l'estimation qu'il pouvait avoir, même moins de réacteurs. Mais on peut avoir beaucoup de réacteurs fermés et la France peut être opérationnelle parce qu'aujourd'hui, tous les systèmes électriques d'électricité européens, il est interconnecté. Ouais, donc, s'il y a moins de production en France, d'abord, on va avoir une hausse des prix. Donc, ça va faire plus rentable pour les réacteurs qui vont être opérationnels. Et on va réduire la surcapacité. Donc, les réacteurs, il faut bien choisir les réacteurs qui vont rester en opération pour faire une remontée des prix au niveau des offres et des demandes. Je pense que, bon, d'abord, ce n'est pas un objectif politique, c'est la loi, la réduction à 50%. Je pense que c'est toujours important à le rappeler. Ce n'est plus... C'est très intéressant parce que ça reste un peu la promesse d'Hollande, les 50%. C'est comme s'il n'y avait pas eu ce passage de la loi. Donc c'est bien la législation qui est en vigueur. Je pense qu'il est clair qu'aujourd'hui, si on regarde l'exportation qu'on peut couper aujourd'hui, parce que c'est exclusivement en Europe une question d'échange sur le plan du plus compétitif. C'est-à-dire qui est le moins, c'est exclusivement sur le prix. Qui est le moins cher. Exactement. Et puisque aujourd'hui, le moins cher sur le marché, c'est de plus en plus l'Allemagne. L'Allemagne, dans l'année 2016, a dépassé la France pour la première fois comme plus grand exportateur net d'électricité. Parce que c'est évident. Je veux dire, une fois qu'on a installé les renouvelables au niveau coût de production, c'est extrêmement faible, voire zéro, pour le solaire notamment. Donc on a une situation qui est où aujourd'hui il faut poser la question en France, ce n'est pas tant est-ce qu'on peut y arriver, c'est plutôt quelles sont les marges de manœuvre qu'on a d'ici là pour opter dans un sens ou un autre, combien de réacteurs on peut se permettre de maintenir en fonctionnement. Parce que demain, qu'est-ce que EDF va faire si les gens commencent soit à acheter du courant beaucoup moins cher que le courant d'EDF, ou
ils vont se déconnecter du réseau et font leur propre électricité. Ce n'est pas par hasard que EDF s'est mis sur ce nouveau terrain qu'on appelle autoconsommation, parce qu'ils essayent d'élargir les champs, et c'est bien ainsi. Je veux dire, la tendance va très clairement dans cette direction-là. Autoconsommation, c'est-à-dire on produit soi-même l'électricité qu'on consomme par des panneaux sur la maison, par exemple. C'est-à-dire on n'est plus dans une logique où on fait de l'incitation à injecter du courant dans le réseau, mais au contraire, on gère l'électricité qui est produite chez le consommateur. Mais quand on vous entend, on a presque envie de se poser la question inverse, c'est-à-dire compte tenu de tout cela, comment se fait-il que des réacteurs continuent malgré tout d'être installés dans le monde, puisque c'est quand même le cas, même si c'est beaucoup moins qu'avant, on a encore des réacteurs qui sont en construction, et on a en France très directement le cas des 2 EPR, celui en construction à Flamanville et celui en prévision à Hinkley Point. Comment expliquer que, compte tenu de ce que vous décrivez, ces décisions de construction soient maintenues? Entre-temps, je pense qu'effectivement, ce sont des vieux projets. Déjà, Flamanville est en construction depuis 10 ans. Ça a commencé en 2007. Olkiluoto en Finlande en 2005. Donc, quand on voit ce qui s'est passé dans le monde de l'énergie pendant cette période-là, c'est vraiment toute la révolution a eu lieu pendant cette période-là. Ce n'est pas qu'elle a démarré à cette période-là, mais elle s'est intensifiée et elle a vraiment pris de l'ampleur extraordinaire. Et puis, je pense qu'il y a eu des phénomènes d'efficacité, et puis il y a la Chine qui a... Je veux dire, d'imaginer que la Chine a construit des centrales au charbon qui n'ont jamais été connectées au réseau parce qu'on n'en a plus besoin. C'est-à-dire, on est dans une logique d'aplatissement de la consommation en Chine, qui était un driver extraordinaire, et couplé à un envol absolument spectaculaire des énergies renouvelables. Je rappelle, ils ont fait grosso modo en 7 mois 5 fois plus que le record mondial de l'Allemagne d'il y a 5 ans. Ouais. Alors ils continuent, cela dit, en Chine à construire des réacteurs nucléaires. Oui, mais vous savez, il y a 2 choses. Encore une fois, c'est compliqué, mais il y a 2 choses, et c'est comme en France. C'est-à-dire qu'il y a une inertie de système qui est très, très important. Il y a un lobby aussi du nucléaire. Puis, quand un pays comme la Chine a investi dans la totalité de la chaîne du nucléaire, c'est-à-dire pour l'ensemble des éléments qu'il faut pour avoir un programme nucléaire, quand vous imaginez qu'aujourd'hui, entre les réacteurs en service et les réacteurs en construction, ça correspond au programme français en Chine. Sauf que ça a été battu très récemment, et le programme français, il est très ancien. Et donc, d'abandonner ça, c'est contre de grandes résistances. Mais en parallèle, l'envol des énergies renouvelables est extraordinaire. Et d'imaginer que depuis 2012, de façon ininterrompue, la Chine produit plus d'électricité avec l'éolien tout seul qu'avec le nucléaire, malgré le fait de la montée en puissance. Donc il y a de grandes résistances dans le pays d'abandonner le nucléaire, mais encore une fois, pas un seul nouveau chantier en 2017. Et les marchés aussi des nucléaires, ils sont en train de changer. Il n'y a pas eu la renaissance des nucléaires qui s'attendaient, sur lesquels Westinghouse, on va dire, Areva attendait, parce qu'ils avaient des expectatives de renouvellement des réacteurs beaucoup plus élevées, ou aussi les clients qui s'attendaient dans le futur, ça veut dire les économies développées qui avaient un très gros budget pour investir dans des grands réacteurs très sûrs, avec, on va dire, les Rolls-Royce des nucléaires, comme ils le s'appellent. Aujourd'hui, les pays développés, ils sont moins demandeurs de réacteurs, ou ils ont complètement arrêté leur plan de construire de nouveaux réacteurs. Et les pays en développement, c'est là qui sont une demande qui baisse fortement, mais c'est eux qui ont besoin des réacteurs, de construction de réacteurs. Donc aussi, la demande et l'offre des réacteurs a changé. Donc les PR, qui c'était la Rolls-Royce
pour le nucléaire. Aujourd'hui, les pays en développement, ils n'ont pas besoin d'un Rolls-Royce, ils sont plutôt un Mégane qui soit bien opérationnel. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on a complètement changé de paysage. Et c'est un peu comme les dinosaures aujourd'hui, c'est-à-dire c'est trop grand, c'est trop vieux, et c'est surtout trop lent. C'est-à-dire la vitesse joue un rôle capital dans le développement des marchés aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'y a tout simplement plus de marché pour les EPR dans le monde. Point. Et c'est sur ce point, c'est trop long parce qu'on voit plusieurs entreprises, ils ne rentrent pas dans des projets qui prennent plus longtemps de 4 ans de visibilité, de construction, parce que les marchés sont en train d'évoluer tellement vite. Et surtout, un deuxième game changer, un deuxième changement structurel, ça va être le stockage d'électricité. Si on arrive à avoir un stockage d'électricité à un coût raisonnable, ça fait un deuxième changement structurel du secteur complètement, parce qu'on va avoir moins besoin de production d'électricité constante, que c'est comme le nucléaire, et plus besoin de génération d'électricité qui soit efficace où il y a la demande. Donc, ça veut dire la décentralisation. On va avoir besoin de centrales plus petites où il y a la demande et qui peuvent répondre rapidement aux volatilités des offres et demandes. En fait. On arrive au terme de cette discussion, mais j'aimerais quand même demander à tous les deux, qu'est-ce que vous attendez de la publication de ce rapport aujourd'hui ? Je pense que, si je peux citer la préface d'un grand ancien patron de société électrique publique, Dave Freeman, qui a rappelé The revolution will not be televised, c'est-à-dire la révolution ne sera pas télévisé, transmis, ce qui est un vieux morceau de Jill Scott Heron. Et c'est très vrai qu'il y a eu une vitesse de changement qui est telle que c'est vraiment, ce n'est pas passé à la télé. Et nous, on espère vraiment, alors que ce rapport est devenu une référence sur le plan mondial, je veux dire, c'est lecture obligatoire dans les universités de Princeton ou à Berlin ou à Lund à travers le monde. C'était un des 4 rapports références pour le département de l'énergie du gouvernement américain et leur task force pour l'avenir du secteur. Et en France, on n'a jamais été vraiment référence. J'espère qu'il clarifie, il aide à clarifier aussi en France que ça va très vite et qu'il faut impérativement prendre en compte ces changements dramatiques et vite. Et puis, moi j'aime bien cette idée que cette révolution consiste à passer d'une intégration verticale vers une intégration horizontale. C'est exactement ce qu'on a vécu avec l'Internet. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique où on dit qu'il faut des ordinateurs gigantesques pour alimenter tout le monde et faire des calculs. Aujourd'hui, la capacité de calcul, c'est dans des millions d'ordinateurs qui changent. C'est multidirectionnel. Le blockchain, tout ça. Exactement. Il n'y a même pas un seul ordinateur, ce sont plusieurs ordinateurs qui sont tous connectés, il n'y a pas un seul. Ouais. Et on va voir que la décentralisation de l'électricité. Exactement. Donc on va avoir des nœuds. La notion de produire et de consommer aura complètement, dramatiquement changé. Et les grands électriciens tels que EDF, ils n'ont qu'un choix, soit ils changent, soit ils vont disparaître, tout simplement. Je crois qu'ils sont aujourd'hui vraiment en grand danger économique, financier, mais surtout de stratégie industrielle. Bien, eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'être venus ici nous présenter ce rapport. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Donc, toutes les références pour retrouver le World Nuclear Industry Status Report sont sur Mediapart. Et je vous dis à bientôt pour un autre débat.